L'histoire que je vais vous raconter est pleine de bruits et de fureur. Il s'agit de l'histoire de la langue française. Je vous propose de revivre avec moi, à travers 10 épisodes d'une demi-heure, les moments forts de ce combat plus que millénaire. Les grandes batailles que nous allons évoquer ne se résument pas toutes à des joutes oratoires. Souvent, il s'agit de luttes violentes et de victoires remportées dans le sang. Mais par-delà cette violence, je souhaite également vous faire partager l'exaltation que l'on peut ressentir pour l'étonnante entreprise qui a fait du français, ce joyau de finesse et d'élégance, la langue que nous parlons aujourd'hui. Au combat en faveur du français ont pris part tous les écrivains illustres qui ont su lui donner son renom et contribuer au rayonnement des valeurs qui fondent notre culture. À ce combat sont associés aussi tous ceux qui parlent français dans le monde chaque jour, qu'ils soient de France, de Wallonie, de Suisse romande, du Québec, du Maghreb, d'Afrique ou d'ailleurs. À travers ce combat, nous savons, nous sentons qu'il s'agit tout simplement de défendre notre manière de concevoir, de dire et d'écrire le monde. Revendiquer le français comme une langue riche, moderne et efficace, telle est la clé de son rayonnement dans le monde de demain. Tel est aussi le moyen de témoigner en faveur de toutes les autres langues. Nous le savons, la langue est un instrument essentiel de pouvoir politique. Et les rois de France, par exemple, avaient tout intérêt à répandre l'usage de leur langue maternelle afin d'asseoir leur autorité. Cela dit, ce phénomène d'imposition par le pouvoir politique de la langue qu'ils utilisent n'est pas uniquement français, c'est vraiment un phénomène caractéristique de toute l'Europe. Prenons un exemple, celui d'Espagne. 1492, une date illustre, c'est celle, soit dit en passant, du départ des caravelles de Colomb, Christophe Colomb, et de l'expulsion des Juifs. Mais c'est celle aussi, pour ce qui nous intéresse, de deux phénomènes qui se conjuguent, un phénomène politique et un linguistique. D'une part, l'achèvement de la reconquête sur l'islam par l'autorité politique espagnole, d'autre part, la publication par le grand grammairien Nebrija de sa célèbre grammaire du castillan qui consacre la suprématie du castillan comme langue des rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. En ce qui concerne la France, quelle va être sa politique ? Eh bien, jusqu'en 1539, les ordonnances royales tolèrent l'usage des langues régionales dans les actes de justice. Mais la politique inaugurée par François Ier, à ce moment-là, est une politique nouvelle et une date, un tournant dans l'histoire du français. En effet, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui est de cette date de 1539, consacre désormais l'usage du français comme langue unique au détriment de toute langue régionale et du latin dans les actes de justice. Oui, c'est justement le latin surtout que le français essayait d'évincer à ce moment-là. Le latin n'est pas seul visé, en fait, évidemment. C'est lui qui, notamment, mentionné, mais les langues régionales le sont tout autant, sinon davantage même, parce que le latin était une langue morte, par conséquent, ne pouvait pas constituer de péril pour le français. Tandis que les langues régionales sont des langues bien vivantes. Elles sont donc conçues comme des rivales potentielles du français. Et c'est précisément cette histoire de la relation entre une politique du gouvernement français et ses langues régionales dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais avoir une précision. Quelle est la différence entre un dialecte et une langue ? Aucune du point de vue linguistique. Un dialecte, c'est une langue. La différence est uniquement externe ou sociale. En effet, une langue, c'est un dialecte qui a bénéficié de deux particularités. D'une part, le choix par autorité politique du territoire où ce dialecte est parlé, et du même coup, une entreprise de normalisation ou de dégagement d'une norme commune par-delà les diversités dialectales. Et deuxième critère, le fait qu'il existe une littérature écrite pour ce dialecte qui le promeut comme langue. Si l'on accepte les parlers d'Oïl, du nord de la France, qui ont donné le français, il existe aujourd'hui en France 4 langues régionales. Le basque, l'occitan, le catalan et le breton. Aujourd'hui, on parle basque dans une partie des Pyrénées-Atlantiques et surtout dans la province basque espagnole. Sur le territoire français, cette langue se subdivise en 3 dialectes, le souletin, le bas-navarrais et le labourdin. Le basque est de toutes les langues de France la plus ancienne. Ses origines restent à ce jour encore inexpliquées. L'occitan, c'est le terme générique qui désigne les idiomes parlés dans le midi de la France. On estime à 8 millions le nombre de personnes qui parlent l'occitan. On distingue l'occitan du Nord, qui regroupe le limousin, l'auvergnat et le provençal alpin, et l'occitan du Sud, qui comprend le languedocien, le provençal et le nissard. Enfin, à l'ouest, on trouve le béarnais et le gascon. Le catalan est essentiellement parlé en Espagne, dans toute la Catalogne. Du côté français, on ne parle aujourd'hui cette langue que dans une petite partie des Pyrénées orientales.
On parle aujourd'hui le breton dans la partie dite celtique de la péninsule, grosso modo à l'ouest, d'une ligne allant de Paimpol à Vannes. Le breton se subdivise en 4 dialectes principaux, le cornouaillais, le léonnais, le trégorois et le vannetais. On estime à 350 000 personnes environ ceux qui le parlent quotidiennement. En outre des écoles dont l'enseignement se fait entièrement en langue bretonne, il existe actuellement un enseignement de licence et un CAPES, ainsi que des centres de recherche à Rennes et à Brest. En plus de ces 4 langues régionales, il existe 4 dialectes qui appartiennent au groupe linguistique des pays limitrophes de la France. Il s'agit du corse, qui est un dialecte de l'italien. Le corse ayant été sous la domination d'Eugène et de Pise pendant 5 siècles. Il s'agit également de l'alsacien, dialecte alémanique qui est encore parlé quotidiennement dans l'ensemble de l'Alsace. Du mosellan, dialecte qui descend directement de la langue des Francs, celle de Clovis et de Charlemagne. Aujourd'hui, on parle mosellan au Luxembourg et en France, dans la zone de Petite-Rosselle, de Cattenom, Sierck et Morsbach. Il s'agit enfin du flamand, dialecte néerlandais qui se parle dans l'extrême nord du pays, dans l'arrondissement de Dunkerque jusqu'à Bailleul, sur le territoire traversé par l'Isère, l'Aa et la Lys. La politique de francisation instaurée par la monarchie française va être méthodiquement poursuivie sous la République, même si les raisons invoquées peuvent paraître quelquefois différentes. En quoi sont-elles différentes? Eh bien, dans la mesure où la République, une et indivisible, ne veut pas, par définition, connaître de communautés régionales. Elle ne reconnaît en effet que des individus libres et égaux en droit. Et par conséquent, elle considère les patois, en fait, comme un héritage du despotisme. Cependant, il y a une politique de la République à l'égard des langues régionales qui est marquée par une sorte d'ambiguïté. En effet, les langues régionales n'ont jamais été aussi bien étudiées, aussi scientifiquement, que depuis leur éviction par la Terreur. Feront suite au célèbre rapport et à l'enquête de l'abbé Grégoire, qui a été le signal de cette éviction en 1794, sur les patois langues régionales, d'autres rapports, d'autres enquêtes très importants. Ainsi, sous le Premier Empire, par Coquebert de Montbray, qui était alors ministre de l'Intérieur, puis sous le Second Empire, par Fortoul, alors ministre de l'Instruction publique. Ces enquêtes, en fait, font écho à l'intérêt renouvelé, renaissant, des romantiques pour les littératures orales des vieilles provinces françaises. C'est aussi pour évaluer l'usage du français sur le territoire. Certes, il est vrai. En 1864, ainsi, Victor Duruy, ministre de l'Instruction publique du Second Empire, fait procéder, lui également, à une très vaste enquête, en réalité sous couleur de s'intéresser aux langues régionales, afin de justifier et consolider l'enseignement exclusif du français. Et après lui, Jules Ferry, le fameux Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique de la Troisième République de 1879 à 1883, posera les bases durables de l'instruction publique, laïque, gratuite et obligatoire, bien entendu en français national seulement. Je me suis fait un serment. Je consacrerai tout ce que j'ai d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme, de cœur, de puissance physique et morale, à résoudre le problème de l'éducation du peuple. Avec l'inégalité d'éducation, je vous défie d'avoir jamais l'égalité des droits. Non l'égalité théorique, mais l'égalité réelle. C'est ainsi que s'exprimait le député de Paris, Jules Ferry, en 1870, peu de temps après la proclamation de la Troisième République. En effet, ses partisans ne pouvaient pas concevoir la citoyenneté nouvelle sans une refonte radicale du système éducatif. La nouvelle école de la République sera publique, laïque et obligatoire, ou ne sera pas. Par la loi de juin 1881, la question de la gratuité des écoles primaires est définitivement réglée. À l'école publique, l'obligation impliquait la neutralité confessionnelle, en d'autres termes la laïcité. En classe, la prière et le catéchisme seraient remplacés par la morale et l'instruction civique. Tels sont les principes qui reçoivent force de loi le 28 mars 1882. Cet enseignement, du fait même de son inspiration républicaine, n'octroyait aucune place aux langues régionales. Durant tout le XIXe siècle, le pouvoir, s'appuyant sur ces vastes enquêtes, mènera une politique de francisation très très forte. Ainsi, pour prendre quelques exemples, au tout début de ce siècle, en l'an 11, sous le consulat, l'usage du français est étendu à des pays récemment francisés ou conquis, la Belgique, la Rhénanie, l'Italie du Nord. Sous le Second Empire, on verra condamner en Corse l'usage de l'italien. On verra une politique de francisation accélérée être appliquée au comté de Nice, cédée depuis peu à la France, comme beaucoup plus tard, cela sera le cas en Alsace, redevenue française après la Première Guerre mondiale. Est-ce que ces députés, les députés de ces provinces soutiennent cette politique? Oui, ces députés, même quand ils sont patoisans,
soutiennent cette politique alors qu'en fait, ils n'ont aucune espèce de haine ou de mépris pour leur patois. Et quels intérêts ont-ils à soutenir le français? Eh bien, ils considèrent que leur patois, qui à leurs yeux n'a d'intérêt que folklorique et local, ne possède pas de dignité littéraire et scientifique. Cela est vrai aussi pour les hommes de lettres, pas seulement pour les politiques. Ainsi Renan, breton d'origine, s'écrira en 1889 « Toute sa vie, on aime à se rappeler la chanson en dialecte populaire dont on s'est amusé dans son enfance. Mais on ne peut faire ni science, ni philosophie, ni économie politique en patois. » Georges Lègue, né à Villeneuve-sur-Lot, déclare en 1902 « J'aime beaucoup l'idiome de ma province. Je le parle et je lui trouve une saveur particulière. Je regretterais beaucoup qu'il disparût. Cela ne l'empêche pas d'introduire en tant que ministre de l'Instruction publique uniquement, exclusivement, le français dans l'éducation nationale. » C'est totalement paradoxal. Non, parce qu'en fait, il se sent investi, une fois au pouvoir et à Paris, ministre parisien, par une sorte de discipline jacobine. Et cela est vrai par tous les autres ministres après lui, qu'ils soient patoisans ou non. Ils ont tous une certaine conception selon laquelle le français seul mérite d'être défendu, le français, langue de l'État et de la nation, symbole et facteur de l'unité politique. Euskara mintzatzen ez dutenak ere pentsatzen dute baina. Eta horrezio hon bat dela eskaldunekin lagun izaite eta lagun asko egitea. Berdin eskuala ez dakitenek ere eskuala ikasteko gogoa izaten aldute, alako festak? Bai, pentsatzen dut, eta orteria beste handi batetara ikusten dituzte denak jostatzen, eta ez dute ulertzen zergaitik jostatzen diren, eta zergaitik egiten duten beste entzisteetaz, eta orduan pentsatzen dut, honi behar dute euskara ikasi, jakiteko zergendako ikizari diren. À la fin de ce siècle, en 1870, on voit des spécialistes du breton et du basque déposer à la tribune du corps législatif une pétition en faveur de langue régionale et ils y développent d'intéressants arguments. Par exemple, le fait qu'il y a un apport important du bilinguisme à l'intelligence. En effet, les études nous ont montré qu'un enfant bilingue a plus d'esprit de synthèse, plus de sens des problèmes à poser et également plus de sens de la relativité, puisqu'il apprend à dire un même objet du monde extérieur avec deux mots différents. L'objet n'a pas changé. Un autre argument intéressant que développent ces députés, eh bien, c'est l'idée que ces langues régionales sont souvent celles, ou des formes de celles, d'États voisins de la France. Ou enfin, un troisième argument, c'est qu'il y a une association entre la conservation des langues provinciales et puis la décentralisation. Malheureusement, cette pétition tombe pas inaperçue parce qu'elle s'engouffre dans la guerre 70 entre la France et la Prusse qui intervient quelques mois plus tard. Alors en 1870, c'est donc la première mobilisation pour la défense des langues régionales. Non, il y en avait eu bien plus tôt. Au début du 19e siècle, le grand poète occitan Frédéric Mistral, à l'instigation de son maître Romanille, avait réuni autour de lui 6 ou 7 autres poètes provençaux et créé une association qu'il appela le Félibrige, à l'instar de la Pléiade de Ronsard. Cette association se propose pour but notamment la mise au point d'une forme commune de l'occitan par la diversité dialectale pour tous les occitans, ainsi que la fixation d'une orthographe qui refléta aussi fidèlement que possible la prononciation. Et est-ce que la mobilisation pour la défense des langues régionales va se poursuivre au XXe siècle? Non, certainement, elle est jalonnée par un grand nombre de dates. En 1920, par exemple, des monarchistes comme Léon Daudet, M. de Magalon également, plaident en faveur de Languedoc et de sa restauration ou de son introduction à l'école. En 1936, le député Trémintin dépose un projet de loi en faveur du breton. Et en 1941, Carcopino, secrétaire d'État de Vichy, va enfin permettre l'introduction de l'enseignement à l'école, mais en dehors du temps scolaire et de manière facultative, de langues qui sont le breton, le basque, le flamand et l'occitan. Que les gens ils en parlent de plus en plus la langue de chez eux, de leur région, c'est très bien, quoi. Ah oui, c'est fantastique. Puis il y a de plus en plus de jeunes qui le font. Il y a un cours, en ce moment moi-même, je fais des cours d'occitan à l'espace Sainte-Cécile, avec Loupeire, le grand valable de Mempensi. Non, c'est très bien que les gens parlent occitan, quoi. Il y en a de plus en plus, il faudrait que ça continue. Du moment que tu parles deux langues, ou du moment que tu possèdes deux cultures,
tu as automatiquement deux regards différents sur le monde. Et ça te donne une opinion plus juste, plus sereine. Et c'est comme ça qu'on peut éviter les guerres. Lorsque tout le monde possédera pleinement plusieurs cultures. L'identité est une chose choisie. C'est pas quelque chose décrété par en haut. La chose s'appelle parle patois et s'adresse à tout le monde. Ascoltami plan, ascoltami bene, ascoltami raga. Al respatteggiare che ti favolega. Ascoltami plan, ascoltami bene, ascoltami raga. Al respatteggiare che ti favolega. Que se passe-t-il après la Deuxième Guerre mondiale? Eh bien, le combat en faveur de la langue régionale commence alors vraiment de s'intensifier. Et son terrain de prédilection va devenir quoi? Eh bien, l'école. Et par conséquent, ses principaux militants, ce seront les enseignants. On voit se succéder vraiment des revendications à un rythme accéléré. En 1945, l'Institut d'études occitanes plaide pour l'introduction à l'école de la langue d'oc. En 1946 est créée une association Nous Provençaux à l'Escolo, provençal à l'école. Et vont suivre aussitôt des manuels pédagogiques en grand nombre. Le gouvernement, devant le sérieux de ces différentes revendications, ne peut faire mieux que de déclarer d'utilité publique ces nombreuses associations qui demandent à se former. Mais il n'y a pas à l'époque une loi qui consacre la défense des langues régionales? En effet, il y a un point important qui est soulevé, parce que s'il est vrai qu'on pouvait tolérer qu'un instituteur enseignât des langues régionales à l'école, en revanche, ça n'a été couvert par aucune mesure légale et il n'y avait rien qui consacrât un tel enseignement. C'est pourquoi, face à cette situation, le MRP, Mouvement républicain populaire, et le Parti communiste déposent des projets de loi en faveur de l'enseignement facultatif du breton et du catalan à l'école. Le député socialiste Deixonne reprend à son compte ces projets de loi en y ajoutant le basque et l'occitan, et également, il faut le dire, afin de ne pas laisser l'initiative de pareilles dispositions importantes pour l'avenir à des partis rivaux. Alors, je suppose que le débat à l'Assemblée a dû être houleux. Non seulement les débats sont houleux aux commissions parlementaires, mais même dans la presse. Ainsi, un article des Annales, signé par Max Rouquette, est intitulé « Un projet ou une mesure de courage, de justice et d'intelligence, le projet de loi Deixonne ». Il fait sensation dans le public. On verra même par la suite le secrétaire de l'Institut d'études occitanes qui ira jusqu'à citer Auguste Bebel, c'est-à-dire le maître du socialisme allemand de la fin du XIXe siècle, qui disait « Tout peuple qui parle une langue maternelle différente de celle du peuple dominant peut revendiquer le droit d'être instruit dans cette langue de ses pairs. » Mais alors, sur quoi portent les discussions concrètement? Eh bien, elles portent précisément sur ce qui est au centre de tout, à savoir l'enseignement primaire. Les adversaires du projet de loi Deixonne, bien entendu, que font-ils? Eh bien, ils font valoir une série d'arguments contre lui, notamment des arguments d'ordre matériel, manque de crédit, nécessité de recruter des instituteurs sur place alors que l'éducation nationale est favorable à leur mobilité, ou bien encore les arguments d'ordre pédagogique, formation des maîtres qui n'est pas assurée, existence aussi de variantes dialectales ou de parler au sein d'une même langue régionale. Et puis un argument qui naturellement apparaît comme l'argument principal, vieil argument de la panoplie des arguments hostiles, à savoir la surcharge des programmes scolaires. En fait, sous-jacente à toutes ces critiques se trouve l'idée, la vieille idée jacobine, que l'enseignement de langue régionale est une menace pour la cohésion nationale et que par conséquent, la France deviendrait, si on les laissait faire, une véritable tour de Babel. Est-ce que cet argument est encore valable à cette époque? Évidemment que non. Et il n'est pas difficile à Deixonne de répondre à ses détracteurs en faisant valoir que 150 ans après la terreur, après les mesures prises par la Convention montagnarde, la France n'est nullement menacée dans son unité et sa cohésion nationale, du fait que le français est solidement installé par cette défense, cette ouverture que l'on ferait aux langues régionales de France. Est-ce que finalement la loi Deixonne va être votée? Eh bien oui, Deixonne réussit à faire voter sa loi en janvier 1951. Date capitale car c'est celle de l'introduction officielle de l'enseignement de langue régionale en France, par le biais d'une mesure législative. Ainsi, nous avons affaire ici à une mesure qui est évidemment encore très modeste. L'enseignement est en dehors du programme scolaire, il est facultatif. Il y a également une épreuve pour le baccalauréat. Elle est facultative elle aussi, et en plus, elle ne vaut pas pour l'admission, elle vaut seulement pour l'obtention d'une mention. Mais alors c'est finalement un peu la montagne qui accouche d'une souris. On peut dire que c'est vraiment une mesure très timide par rapport aux revendications très fortes des régionalistes. Mais du moins, c'est une mesure importante, car il faut bien penser qu'après des centaines d'années, c'est la première fois que dans le corps des lois de l'État est introduite la langue régionale comme une matière d'enseignement. La République, ici, a véritablement pris un engagement en faveur de quelque chose de nouveau. Suivront du reste d'autres mesures, car on verra en 1975 la loi Abi qui développera encore, en affermissant l'enseignement en France des langues régionales. On verra la circulaire Savary en 1982 qui affermira encore cet enseignement et ajoutera quelques autres langues dont l'alsacien, le flamand. Tout cela montre que, comme le dit le journal officiel que je cite ici, l'État est devenu conscient du fait qu'il faut veiller à la préservation d'un élément essentiel du patrimoine national, exprimé ici à travers sa diversité. Com s'organitza la pràctica aquest bilingüisme? És organitzat dins una paritat horari. 13 hores de català, 13 hores de francès.
La pedagogia adoptada aquí és la de l'immersió, és a dir, que el mestre parla en català i organitza les activitats en català. Va combatre el drac per salvar la princesa. Jo vaig prendre una fulla, vaig dibuixar una rosa i li vaig donar a la meva mà. J'ai mis mon fils en section catalane parce que j'estime que, d'abord parce qu'ils sont nés à Perpignan, qui est une ville catalane, et en même temps j'estime que c'est un élément intégrateur dans la vie d'aujourd'hui. Et pour même préparer l'avenir au siècle prochain, puisque nous pensons que le catalan, de plus en plus, il a de l'importance au niveau de la vie économique et sociale en Catalogne d'une manière générale. Les grandes chaînes de télévision nationale jouent un rôle normalisateur pour la langue française, un rôle important. En effet, une majorité de Français entendent chaque jour une langue, parfois dénoncée comme celle d'un microcosme médiatique parisien, qui tente à se répandre et à s'imposer partout en France. Les chaînes régionales de télévision, constatant l'immense puissance de ce média, ont saisi l'importance de l'enjeu pour la cause qu'elles défendent. C'est ainsi qu'en 1977, FR3 Méditerranée diffuse pour la première fois une émission en dialecte occitan. À partir de 1981, on voit se multiplier les émissions dialectales confiées à des chanteurs ou à des comédiens régionaux en langue locale. En 1983, on verra même une émission en dialecte alsacien qui vient entrer directement en concurrence avec les autres émissions en français ou en allemand. Aujourd'hui, on peut dire que la régionalisation des programmes de France 3 a permis l'introduction régulière des langues régionales à la télévision. Ainsi, pour n'en prendre qu'un exemple parmi mille autres, on peut citer FR3 Bretagne, qui diffuse chaque jour 5 minutes et le dimanche 3/4 d'heure en langue bretonne. On peut même dire probablement que quand on voit que d'ores et déjà les chaînes câblées locales vont plus loin, elles pourraient un jour non seulement militer pour cette identité régionale culturelle, mais même pour une identité régionale linguistique. Telepoen, Gelfena, a peso bet kavet, an an doare resissa vetre. Ar vis Gelfenet mesuliet a gal, et des ascumes toutes ces. Le gouvernement français n'a pas encore ratifié la charte européenne des langues minoritaires et régionales. C'est d'importance. Comment le gouvernement justifie-t-il ce refus? Eh bien, il se trouve que cela mettrait fin, s'il est ratifié, à 400 ans de tradition jacobine et centralisatrice de l'État français à l'égard de la langue. Certaines des dispositions les plus radicales de cette charte ont pour objet de remplacer de façon systématique les langues nationales par des langues régionales. Et concrètement, que propose ce texte? Eh bien, il propose par exemple que dans le domaine de l'enseignement, dès le premier cycle, l'enseignement se fasse exclusivement en langue régionale. Dans le domaine juridique également, la charte prévoit que les juridictions puissent, sur demande d'une des parties, mener les procédures exclusivement dans la langue régionale. Dans le domaine administratif, il prévoit que les assemblées locales, administratives, puissent se servir de la langue régionale. Dans le domaine politique, il stipule que les collectivités régionales se servent dans les débats des assemblées de la langue locale. En somme, concrètement, on peut dire que cela, si c'était appliqué, semblerait mettre fin à toute une vieille tradition jacobine en France, et ce serait, par rapport à tous ceux qui sont frileux sur ce plan, une sorte de menace très grave pour la France, qui serait contrainte à ce résultat que ses citoyens devraient, que sais-je moi, rédiger leur feuille d'impôt en basque, quelque chose d'aussi grave que cela, ou bien instruire un procès en breton. Enfin, même dans un cadre plus large, on pourrait assister à une sorte de régionalisation de l'Europe. Oui, en fait, cette situation est encore assez éloignée, on n'en est pas là du tout, puisque les auteurs de ce texte, certainement assez ambitieux, mais tout à fait légitime, multiplient les marques de respect à l'égard de la liberté et de l'intégrité territoriale, de la souveraineté des États.
En effet, chaque pays signataire demeure complètement libre d'adopter certaines dispositions de la charte, d'en rejeter d'autres en fonction de la façon dont il définit son identité politique et culturelle. La France est rassurée alors? La France est rassurée pour le moment. Du reste, il y a un phénomène très important qui montre qu'on peut aller beaucoup plus loin en France, puisque tout récemment, au mois de mai 1996, le président de la République, M. Chirac, au cours d'un voyage en Bretagne, d'un séjour, a laissé attendre un revirement significatif de la politique française à l'égard de cette charte. Il a en effet fait savoir aux 12 parlementaires bretons qu'il avait en face de lui qu'après un examen approfondi, il n'était pas exclu que la France revienne sur sa politique de non-ratification. Et si cela avait lieu, alors ça signifierait un abandon d'une très ancienne tradition en France. Et c'est pas un peu paradoxal que ce soit justement la France qui soit réticente à une telle évolution alors que bon, elle n'a rien à craindre. Son unité linguistique n'est plus à remettre en cause. En effet, bonne question. Logiquement, la France, s'étant suffisamment abritée, blindée, je pourrais dire, entre gros guillemets, vis-à-vis des langues autres que le français, devrait du même coup se considérer comme à l'abri de leurs menaces. Mais en même temps, tout aussi logiquement, je trouve que c'est précisément dans la mesure où pendant tant de siècles, la France a forgé une langue nationale excluant toutes les autres, que cela a créé des schémas de pensée profondément enracinés dans les mentalités françaises.